Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des lésions des racines méniscales. Le topo a été réalisé par le docteur Fabien Baudel, sous la direction du docteur Garcia. Les lésions des racines méniscales sont une pathologie récente. En effet, le premier cas est rapporté en 1991 par Pagnani, chirurgien orthopédiste américain. C'est une pathologie aussi fréquente chez l'homme que chez la femme, même si elle représente des tableaux différents. En effet, cela concerne une large classe d'âge de 15 à 78 ans, avec une moyenne de 42 ans, mais regroupant deux populations très distinctes, le jeune sportif et le plus âgé dégénératif. Elle concerne 100 000 patients par an. Elle représente également un enjeu économique en diminuant les coûts de soins comparativement au traitement médical conservateur, notamment, comme nous le verrons, dû à l'évolution rapide de cette pathologie. Elle représente selon les sources 18 à 27% des lésions méniscales. Le ménisque interne est le plus fréquemment atteint. Les lésions de la racine postérieure du ménisque interne représentent jusqu'à 21% de toutes les lésions du ménisque interne. Les lésions des racines postérieures sont le plus souvent d'origine dégénérative, rarement iatrogène, notamment sur un tunnel de ligamentoplastie du ligament croisé postérieur. Les lésions des racines antérieures, elles, sont plus rares et à l'inverse, souvent d'origine iatrogène. Elles peuvent se voir sur des tunnels tibiales de ligamentoplastie du croisé antérieur et sur les enclouages centromédulaires du tibia. La lésion des ligaments croisés antérieurs est un facteur de risque de lésion du ménisque latéral, en particulier de sa racine antérieure, 10 fois plus fréquemment que pour le ménisque médial. Le varus, un âge supérieur à 55 ans, le sexe féminin et un IMC supérieur à 31 sont des facteurs de risque de lésion des racines du ménisque médial, facteurs engendrant plutôt des lésions dégénératives. L'intégrité des ménisques est essentielle pour la préservation de la fonction du genou à long terme et la prévention de l'arthrose. Ils ont pour mission l'augmentation de la congruence fémoro-tibiale, la meilleure distribution des charges axiales, notamment en flexion, et un rôle stabilisateur comme nous le verrons après. Il est formé principalement d'eau, de collagène de type 1 et de protéoglycanes, ces fibres étant organisées de façon circonférentielle, radiaire, multidirectionnelle, comme nous pouvons le voir ici. Macroscopiquement, ces composants tissulaires forment deux structures en forme de croissant, localisées à la périphérie des compartiments fémoro-tibiaux médial et latéral. Les ménisques sont subdivisés en trois segments, antérieur, moyen, postérieur. Il s'y ajoute les racines antérieures et postérieures, lieu d'ancrage des ménisques au tibia. On rappelle que le ménisque latéral possède une forme de O, large de 10 à 12 mm et épais de 4 à 5 mm, alors que le ménisque médial, plus ouvert, moins large, de 9 à 10 mm et moins épais de 3 à 5 mm, présente une forme de C. Les ménisques ont également, comme nous l'avons vu, un rôle de stabilisateur secondaire. La campe postérieure du ménisque interne est le stabilisateur secondaire principal contre la translation antérieure. En cas d'insuffisance du ligament croisé antérieur, les ménisques deviennent les stabilisateurs primaires. Le ménisque externe a 2 fois plus de mobilité que le ménisque interne. Son excursion peut atteindre jusqu'à 19 mm lors du passage en flexion. La racine postérieure du ménisque externe agit comme stabilisateur primaire contre la rotation interne en flexion maximale. Nous allons maintenant décrire les lieux d'insertion des racines méniscales. La racine postérieure du ménisque médial est située à 9,6 mm en arrière et 0,7 mm en latéral de l'épine tibiale médiale, 8,2 mm antérieur au LCP et 3,5 mm latéral au cartilage médial. Cette attache est élargie en postérieur par des fibres blanches brillantes appelées les shiny white fibers, visibles sur la vue arthroscopique en haut à droite. La racine postérieure du ménisque latéral est plus antérieure, 1,5 mm en arrière et 4,2 mm en dedans de l'épine tibiale latérale, 10,1 mm en avant du LCP et 4,3 mm en médial du cartilage latéral. Le lieu d'insertion de la racine antérieure du ménisque médial est plus variable. Elle peut s'insérer sur la partie plate de la région intercondylienne du tibia, sur l'épine tibiale médiale,
sur la partie antérieure du plateau, ou bien elle peut être fixée uniquement par du tissu mou, sans attache osseuse au plateau. La racine antérieure du ménisque latéral se fixe au niveau de la zone d'insertion distale du ligament croisé antérieur et par le ligament interméniscal. Les lésions de la racine méniscale impliquent soit une avulsion osseuse au niveau de leur insertion tibiale, soit une déchirure radiaire au sein du tissu méniscal dans le premier centimètre du site d'attachement. Les études biomécaniques ont démontré que les lésions des racines méniscales interrompent la continuité des fibres circonférentielles et entravent le fonctionnement normal du ménisque pour convertir les charges axiales en contraintes transversales. Les lésions des racines méniscales aboutissent au final à une extrusion méniscale et au développement d'une arthrose secondaire par augmentation des pressions fémoro-tibiales. Les lésions des racines sont un équivalent de ménisectomie sur le plan biomécanique. On retrouve un effet stabilisant du ligament ménisco-fémoral pour le ménisque latéral. Ceci est éprouvé in vitro chez le cadavre. On ne constate pas d'augmentation des pressions fémoro-tibiales en cas de lésion de la racine postérolatérale sans lésion du ligament ménisco-fémoral. Cet effet protecteur est en revanche plus discuté in vivo. Les symptômes les plus fréquemment rencontrés dans les lésions des racines méniscales sont des sensibilités de l'interligne articulaire et des douleurs postérieures en flexion de genou. On peut également retrouver un épanchement articulaire, un test de McMurray positif, ainsi que des blocages ou des dérobements. Le diagnostic des lésions des racines méniscales est effectué à l'IRM avec une sensibilité de 77% et une spécificité de 73% selon la PRAD. Ces valeurs sont un peu plus élevées pour certains auteurs allant de 89 jusqu'à 100%. Néanmoins, il reste difficile d'affirmer complètement le diagnostic de ces lésions uniquement à l'imagerie, et l'évaluation péropératoire arthroscopique reste primordiale, permet de confirmer le diagnostic, voire de le redresser. On peut y retrouver les 3 signes suivants. Un hypersignal visible en couple axial au niveau de la lésion, qui est visible également par un hypersignal vertical sur les coupes coronales, ce qui correspond au truncation sign. Sur les séquences sagittales, on observe l'absence du ménisque normalement visible sur certaines coupes, comme le montre celle-ci, ce qui correspond au ghost sign. On peut également observer un hypersignal remplaçant un hyposignal du ménisque sain au niveau de l'attache de la racine postérieure. Puis l'extrusion méniscale supérieure à 3 mm en dehors de l'interligne articulaire visible sur les coupes coronales, en particulier pour le ménisque médial. Lapras et ses collaborateurs en 2015 proposent une classification des lésions des racines postérieures, suivant sa morphologie évaluée en arthroscopie. Elle décrit 5 types de lésions. Le type 1 avec 7% correspondant à des lésions partielles, stables, de 0 à 9 mm de l'insertion. Le type 2 avec 68% des cas correspond aux lésions complètes, séparées en 3 stades, de A avec 38% des lésions de 0 à 3 mm de l'insertion, de B avec 17% des lésions de 3 à 6 mm de l'insertion, et de C avec 12% des lésions de 6 à 9 mm de l'insertion. Le type 3 représente 6% des lésions correspondant à une lésion en anse de saut avec une lésion de la racine. Le type 4 avec 10% des lésions correspond à une lésion complexe, oblique ou longitudinale s'étendant à la racine. Le type 5 avec 10% des lésions correspond à une fracture-avulsion au niveau de l'insertion méniscale qui peut être associée aux fractures des épines tibiales ou la rupture du LCP. Forkel et ses collaborateurs ont décrit en 2012 une classification pour les lésions de la racine postérolatérale, suivant sa localisation et l'atteinte des ligaments ménisco-fémoraux. Le type 1 correspond à une avulsion de la racine avec un ligament ménisco-fémoral intact, donc une lésion stable. Le type 2 correspond à une lésion radiaire de la racine, voire de la corne postérieure, avec un ligament ménisco-fémoral intact. Le type 3 correspond à une lésion de la racine associée à une lésion du ligament ménisco-fémoral, donc une lésion instable, équivalent de ménisectomie. La stratégie thérapeutique est établie sur 3 principales alternatives. Le traitement médical est réservé aux patients chez qui on ne retiendra pas d'indication chirurgicale, c'est-à-dire avec une vie sédentaire, des comorbidités importantes,
un âge supérieur à 45-50 ans, du fait d'une faible capacité de cicatrisation. Des signes d'arthrose Kellgren-Lawrence strictement supérieurs à 2, un varus supérieur à 5 degrés, une lésion irréparable. Pour ces patients, on optera plutôt pour un traitement médical basé sur la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'infiltration articulaire et d'attelle de décharge. La méniscectomie partielle, dont les indications sont limitées, et la réparation des racines méniscales qui a pour but de restaurer la biomécanique de l'articulation native. Pour la prise en charge des lésions des racines méniscales, nous allons tout d'abord nous intéresser au terrain du patient, c'est-à-dire principalement à l'âge et l'arthrose préexistante. Chez des sujets de plus de 50 ans et ou présentant une arthrose avancée, c'est-à-dire un stade strictement supérieur à 2 selon la classification de Kellgren-Lawrence, nous opterons pour un traitement médical en première intention basé sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les infiltrations articulaires, les attelles de décharge. Concernant les sujets actifs de moins de 50 ans, la prise en charge différera s'il s'agit de lésions aiguës ou chroniques. Concernant les lésions aiguës, il existera alors toujours une indication chirurgicale pour une réparation-réinsertion. Pour les lésions chroniques, la prise en charge diffère selon la présence ou non d'une arthrose préexistante. S'il n'existe pas d'arthrose ou bien une arthrose débutante, c'est-à-dire inférieure ou égale à 2 selon la classification de Kellgren-Lawrence, nous opterons pour une réparation-réinsertion de la racine méniscale. Dans des cas d'arthrose avancée, c'est-à-dire strictement supérieure à 2 selon la classification de Kellgren-Lawrence, nous opterons plutôt pour un traitement médical, voire une méniscectomie partielle si celui-ci est insuffisant. Nous retiendrons que la stratégie thérapeutique se base davantage sur le terrain du patient, c'est-à-dire l'âge et la présence d'une arthrose préexistante, et que même des lésions chroniques peuvent être amenées à être réparées. Nous allons maintenant détailler les thérapeutiques chirurgicales. 2 options sont possibles, effectuées en grande majorité sous arthroscopie, la méniscectomie partielle et la réparation de la racine par réinsertion. La méniscectomie partielle est potentiellement une bonne alternative pour certaines lésions chroniques irréparables du fait d'une faible capacité de cicatrisation des tissus. Cependant, quelques études commencent à montrer que celle-ci aggraverait l'évolution vers l'arthrose et aurait de moins bons résultats que les réparations-réinsertions, même pour certaines lésions chroniques. Selon la PRAD, les seules indications de méniscectomie partielle en cas de lésion des racines sont la présence d'une arthrose Kellgren-Lawrence strictement supérieure à 2, avec une douleur résistante au traitement médical. 2 principales techniques ont été décrites pour la réinsertion des racines méniscales. Une utilisant un tunnel transtibial pull-out, d'autres utilisant une suture sur encre. L'objectif des 2 approches est de restituer une fixation osseuse anatomique des ménisques et d'en restituer ainsi leur fonction. Le transtibial pull-out peut être utilisé pour la réparation des racines postérieures des ménisques médiales et latérales. Cette technique implique de passer la suture au travers de la racine méniscale, puis de récupérer les fils au travers du tunnel tibiaux et d'effectuer le nœud sur un bouton, une vis ou un pont osseux tibial. Ces techniques à un seul ou 2 tunnels ont été décrites dans le but de reprendre une insertion plus anatomique et d'augmenter sa cicatrisation. De plus, la réalisation des tunnels a l'avantage théorique d'apporter des facteurs de cicatrisation. La technique de la PRAD est une technique à 2 tunnels transtibiaux utilisant 2 sutures en point simple sur un bouton cortical. C'est celle-ci que nous allons décrire dans les diapositives suivantes. La position d'insertion anatomique de la racine méniscale est repérée, débridée, avivée à l'aide d'une curette. On réalise un méchage de 2 tunnels transtibiaux à l'aide d'un viseur de LCA. Les 2 tunnels doivent être séparés d'environ 5 mm en antéro-postérieur. 2 sutures simples sont passées par la voie antéromédiale au travers de la racine méniscale, une antérieure et une postérieure. Les sutures sont ensuite passées au travers des tunnels correspondants grâce à une boucle relais. Les fils sont ensuite noués sur un bouton cortical ou une vis avec une rondelle à 30 degrés de flexion. La réinsertion de racine méniscale peut également s'effectuer sur encre. Elle utilise la voie accessoire postéro-interne ou postéro-externe pour faciliter la mise en place de l'encre sur le site anatomique de l'insertion de la racine et le passage de la suture au travers de la racine méniscale déchirée.
Souvent, la voie accessoire est créée plus proximalement que d'habitude pour permettre une insertion plus verticale de l'encre et éviter la convexité du condyle fémoral médial. Les étapes sont en revanche les mêmes avec l'avivement de la zone d'insertion avant la mise en place de l'encre. Après l'insertion de l'encre, on réalise le passage des fils, puis la réalisation des nœuds à 30 degrés de flexion du genou. On peut voir ici l'exemple d'une réinsertion d'une racine postéromédiale sur une radiographie de face. Et ici, de profil. Concernant les suites, la plupart des auteurs recommandent le port d'une orthèse articulée, bloquée en extension pendant 2 semaines, puis débloquée pour obtenir une flexion à 90 degrés à 4 semaines. Celle-ci étant sevrée à 6 semaines. D'autres autorisent une flexion libre, sans attelle, de 0 à 90 degrés pendant les 2 à 4 premières semaines, puis une augmentation progressive de la flexion. Il est recommandé une décharge du membre opéré pendant une durée de 6 semaines, qui est partielle ou complète selon les auteurs. La reprise des activités sportives avec impact axiaux et flexion, tels que le squat, s'effectue classiquement après 4 mois. La reprise des sports pivots en compétition s'effectue après 6 mois. Il s'agit donc d'une lésion exigeante dans la suite post-opératoire. Nous retiendrons principalement la limitation de flexion à 90 degrés pendant 4 semaines et la décharge de 6 semaines. Pour conclure ce topo, nous allons revenir sur les points essentiels. Il s'agit donc d'une lésion décrite assez récemment avec une conséquence fonctionnelle importante, sévère, équivalente de ménisectomie. On retrouve 2 classifications décrites dans la littérature, celle de Laprade pour les lésions plutôt postéromédiales et celle de Forkel pour les lésions postérolatérales. On peut retenir 3 principales thérapeutiques avec la réparation par 2 techniques, tunnel transtibial et sur-encre, la ménisectomie partielle avec des indications très réduites et le traitement médical. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne OrthoStream. Merci et à bientôt.